Je suis venu d'abord vous rencontrer, c'est très important, vous rencontrer, vous écouter aussi, vous écouter surtout. Je suis venu vous encourager aussi, parce que vous êtes, comme je l'ai dit, vous représentez pour nous l'espoir, vous représentez pour nous l'avenir, vous encourager et aussi vous faire prendre conscience de la très lourde tâche qui vous attend. Je me répète, vous faire prendre conscience de la très lourde tâche qui vous attend, à savoir insuffler au secteur touristique cette professionnalisation qui lui fait cruellement défaut aujourd'hui. Donc la tâche est lourde, votre responsabilité est lourde aussi. Il s'agira pour vous de redonner au secteur touristique cette professionnalisation qui lui a tellement fait défaut ces derniers temps. يتعلق الأمر بإعادة للقطاع الاحترافية التي هو في حاجة ماسة إليها من أجل إذن تحويل الأقاليم السياحية الجميلة جدا إلى وجهات سياحية رائدة. Donc redonner au secteur cette professionnalisation, participer avec nous, écoutez bien, participer avec nous à l'émergence de produits touristiques de qualité. Parce que ce qui est reproché aujourd'hui à l'Algérie en termes touristiques, c'est la mauvaise qualité des prestations qui sont prodiguées ça et là. Et nous attendons beaucoup de vous pour améliorer la qualité des prestations et par conséquent, participer à la transformation de l'Algérie en une destination touristique compétitive. C'est très important et on ne peut parler de concurrence sans parler de qualité. Je dois vous dire aussi que le département du tourisme accorde une importance particulière à la formation. Une importance capitale à la formation parce que la formation, c'est la base. La formation, c'est la base par rapport à l'existant et par rapport au futur. Par rapport à l'existant, ça veut dire par rapport aux structures touristiques qui existent actuellement. La formation est importante parce qu'elle va permettre la mise à niveau de l'existant. Et par rapport au futur, donc au projet d'investissement touristique en cours de réalisation, la formation est importante parce qu'elle va permettre de doter ces structures de gestionnaires, de managers professionnels, donc qui vont participer, comme je l'ai dit, je ne veux pas me répéter, donc à l'amélioration des qualités des prestations qui sont prodiguées au niveau de ces institutions. Très rapidement, parce que vous devez le savoir, je vous résume la stratégie nationale touristique qui est mise en forme sous le nom du schéma directeur de l'aménagement touristique, le SDAT. Vous devez être imprégné de ce schéma, c'est très important, parce que ça sera votre feuille de route, une fois que vous aurez, Inch'Allah, donc, obtenu votre diplôme. D'abord, il s'agira de faire la promotion de la destination Algérie. Promotion, tabouij. Mais attention, ne tombons pas dans le piège de la promotion sans la formation. Parce que si je fais la promotion d'un territoire et que j'arrive à convaincre un touriste ou un visiteur à venir, mais qu'il est déçu par la qualité des prestations, ça va être une contre-promotion. Ça va être, au lieu que ce soit une performance, ça va être une contre-performance pour la destination Algérie. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc la promotion, ensuite la formation, dans le but d'améliorer la qualité. Ensuite, l'investissement. Souvenez-vous de ces axes. Promotion, formation, qualité, donc qui vont ensemble. Ensuite, l'investissement. Encourager l'investissement, mais pas n'importe quel investissement. De toute façon, je crois que je tombe à pic, l'aménagement touristique. Donc pas n'importe quel investissement, il faut que ce soit un investissement respectueux de l'environnement dans lequel il est implanté, etc. Quatrièmement, le financement, parce que les projets touristiques en général ont besoin d'un accompagnement financier, de mesures incitatives, comme on dit, en vue de les encourager. Et enfin, sachez que vous n'évoluez pas dans un monde à part. Le cinquième axe, c'est l'intersectorialité. L'intersectorialité. Le tourisme a besoin de tous les autres secteurs. Donc vous devez vous inscrire, si vous voulez réussir votre carrière touristique, vous devez vous inscrire dans une dynamique de vision large. Les routes, ça vous intéresse. Les routes, ça vous intéresse de très près. L'énergie doit vous intéresser. L'eau doit vous intéresser.
L'environnement doit vous intéresser. La culture, ça va de soi. L'environnement, ça va de soi. Vous comprenez que tout est tourisme, tout est nécessaire à la réussite de l'acte touristique. Donc je répète, promotion, formation, investissement, financement, intersectorialité. Tel est, si vous voulez, avant de finir et de vous donner la parole, je vous réitère mes encouragements, mais aussi je voudrais attirer votre attention sur un fait extrêmement important. J'ai dit, vous êtes l'avenir du secteur touristique en Algérie. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour justement redorer le blason de la destination Algérie. Nous comptons beaucoup sur vous pour donc redonner au tourisme ses lettres de noblesse. Mais vous savez que vous êtes ce qu'on peut appeler aujourd'hui une denrée rare. Et vous en êtes conscient. Donc, de grâce, ne vous laissez pas, n'est-ce pas, monsieur le directeur général, ne vous laissez pas monnayer. Je sais que beaucoup de futurs voyagistes vous font les yeux doux déjà à l'avance pour gérer leur structure une fois que vous... Mais il faut que vous sachiez que vous ne représentez pas un diplôme, vous représentez une compétence. Je ne sais pas si mon message est passé. Nous comptons beaucoup sur vous pour être intègre. C'est une dimension de grâce. Faites-nous l'honneur de rester intègre parce que vous avez tout l'avenir devant vous. Soyez sûrs et certains que vous avez tout l'avenir devant vous et que tout augure pour vous de lendemain prometteur parce que, je le répète, vous êtes une denrée rare. Vous êtes l'avenir du pays. Par conséquent, moi je vous invite si vous voulez, à faire comme fixation, à vous tracer comme objectif l'amélioration de la visibilité de la destination Algérie. Fabriquer un produit touristique. Il faut apprendre à fabriquer un produit touristique. Qu'est-ce qu'un produit touristique? C'est quoi? C'est quoi un produit touristique? Demain, je vais ouvrir une agence de voyage. Je vais être gérant d'une agence de voyage. Il faudra que je ne me laisse pas contaminer par ce qui se fait ça et là. Il faudra que je ne me fixe pas comme objectif le Hajj et l'Umrah. Il faudra que je me dise, je dois faire du domestique, je dois faire du tourisme national, je dois donner envie à mes concitoyens d'aller visiter leur pays. Je dois aussi faire du réceptif, je dois ramener des touristes de l'étranger. Parce que si vous allez avoir un agrément en votre nom, vous allez piloter une agence de voyage et vous allez vendre la Turquie, la Tunisie. Qui n'avance pas, recule. Vous allez reculer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vendre le produit des autres. Vous comprenez que vous êtes en train de vendre le produit des autres. Vous ajoutez une marge bénéficiaire et vous l'écoulez. Alors, à quoi auraient servi ces 4 ans de formation? Vous devez apprendre à fabriquer un produit. C'est important. Je fabrique mon produit et je le vends. Et soyez sûrs et certains que l'Algérien est avide. Muta'attish. Pour la découverte de son pays. L'Algérien est avide. Fabriquer un produit, c'est quoi? C'est recenser la richesse touristique d'une région ou d'une nation, et c'est recenser les structures d'accompagnement, les structures d'hébergement, les musées, toutes les curiosités susceptibles d'être donc proposées aux touristes, et puis fabriquer un produit, dire je vous vends par exemple, je vous vends Annaba en 5 jours et 4 nuitées, ou 6 nuitées, je ne sais pas, c'est à vous de... Et par rapport à ça, vous devez vous dire, par exemple, j'ai pris Annaba comme ça, c'est venu comme ça. Annaba, je dis Annaba la bannière, et c'est un produit bannière. Deuxième jour, Annaba la culturelle, et Dieu c'est Ippon, d'accord. Troisième jour, Annaba la climatique. Vous voyez un petit peu un produit comment... Mais maintenant, attention, quand je dis Annaba la bannière, il faudra que j'arrive à fabriquer un produit bannière destiné au tout, mais avec toutes ces structures d'accompagnement, l'hébergement qui suit, les visites, parce que vous n'allez pas emmener un touriste voir les plages, et puis c'est tout. Et après, il faudra bien lui trouver un hébergement convenable, un guide de niveau qui lui explique, parce qu'une plage, on ne la vend pas bêtement, excusez le terme, une plage, on la vend avec ses légendes, avec tout ce qui l'accompagne comme histoire, comprenez ce que je veux dire, des légendes, c'est très beau, il faut lui donner une âme. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de... Mais sachez que le déficit que nous enregistrons aujourd'hui s'inscrit dans ce qu'on appelle les facteurs de succès. Les facteurs de succès. Il y a 5 facteurs de succès qui sont connus. Il y a d'abord l'organisation. D'abord il y a la production. Donc c'est le produit dont je suis en train de vous parler, le produit. Il faut apprendre à faire un produit. Et c'est notre point faible.
Il y a l'organisation, parce que très souvent nos agences de voyage ne sont pas très bien gérées, faute de managers de niveau, ce qui est votre cas. Troisièmement, il y a la communication, le circuit, donc comment on va écouler ce produit. Quatrièmement, et c'est très important, il y a le savoir-faire. Et cinquièmement, la recherche de la qualité. Nous devons nous inscrire dans si vous voulez, ces 5 facteurs clés de succès. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, je préfère m'arrêter là, parce que, comme je vous ai dit, je suis venu surtout aussi vous écouter. Alors, je vous donne la parole et je vous remercie pour votre très aimable attention. Petite remarque par rapport à ce que positive, par rapport à ce que vous avez dit. Enfin, je suis contente de la place que vous donnez à la qualité dans nos produits touristiques, parce qu'à mon avis, effectivement, c'est ce qui nous porte le plus préjudice. On a un très très beau pays, de très très belles potentialités, mais la qualité est déplorable. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, merci d'avoir accordé une place aussi importante à la qualité. Merci beaucoup. Moi aussi, ça me rassure d'entendre des propos aussi professionnels. Tout d'abord, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et puis tout d'abord, je voudrais vous poser une question par rapport à la formation. Vous dites que vous pensez qu'en fait on est la base du développement touristique en Algérie. Donc j'aimerais savoir ce que vous pourriez faire pour contribuer à améliorer notre formation, voire à nous permettre de mieux évoluer dans ce domaine. Voilà. Je vous réponds tout de suite. Donc effectivement, la formation c'est la base, c'est clair. Parce que comme on dit en arabe, faqidu shay la yu'tih. C'est très simple. Si vous ne possédez pas le savoir-faire, comment voulez-vous le prodiguer à autrui? Donc la formation, comment nous allons faire pour... D'abord, il faudra que vous sachiez que nous nous inscrivons dans une dynamique très, j'allais dire, très objective. Je m'explique. D'abord, vous avez... c'est un schéma. Je vais vous brosser un petit schéma. Vous savez, quand un touriste ou un visiteur fréquente un lieu touristique, en s'en allant, il va faire ce qu'on appelle une sanction, c'est-à-dire une évaluation. Sanction positive ou négative. Quand on dit sanction, prenez le mot au sens large. Une évaluation. C'est-à-dire qu'il va dire bien ou mauvais. Donc, à partir de la sanction, nous devons revenir en arrière. Et on se dit, si, comme l'a relevé mademoiselle, de fort belle manière, nous pâtissons d'un déficit en matière de qualité. Cela veut dire que la sanction, elle est négative, que l'évaluation, elle est négative. Cela suppose que celui qui a exécuté l'action touristique, le fait touristique, celui qui a exécuté, entre guillemets, la performance, a échoué. D'accord ? Ça veut dire que au lieu d'une performance, c'est une contre-performance. Alors moi, je me pose la question. Je me dis, si la performance a échoué, cela suppose que le sujet de cette performance ne disposait pas de la compétence. Parce que c'est la compétence qui me permet d'exécuter une performance. C'est quoi la compétence? La compétence, elle est résumée en 4 axes. Le vouloir-faire, le devoir-faire, le savoir-faire et le pouvoir-faire. Mais malheureusement, quand on veut, on ne peut pas, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas à tous les domaines. Quand on veut, on peut, ce n'est pas vrai. Donc le vouloir-faire ne suffit pas avec toute la volonté du monde, parce que l'Algérien est quelqu'un, je réponds à votre question, l'Algérien est quelqu'un de très hospitalier, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui, mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut faire la différence entre l'hospitalité et l'accueil. L'hospitalité, elle est innée, fétria, mais l'accueil, il est acquis, il arrive par l'acquisition. L'accueil est un savoir-faire. On n'accueille pas un Chinois comme on accueillerait un Irakien. Je sais que vous m'avez très bien compris. Mais l'hospitalité, c'est autre chose. Donc, il y a des choses que nous avons en nous-mêmes, mais qui ne nous suffisent pas pour monter un produit de qualité, justement. Et c'est pour cela que j'ai dit, quand la performance a échoué, cela veut dire que celui qui a fait la performance ne disposait pas de la compétence. Avec toute sa bonne volonté, le vouloir-faire ou le devoir-faire, c'est le savoir-faire qui permet le pouvoir-faire. Donc je me dis, ça veut dire que le bonhomme n'avait pas le savoir. Et là, je remonte encore d'un étage, je me dis, là, je vais ouvrir un débat fort important. Je me dis, mais là, je dois juger un petit peu le détenteur de la compétence. Le détenteur, celui qui détient la compétence, à savoir le formateur.
Donc, le détenteur de la compétence qui va transmettre cette compétence à un sujet, qui va transformer cette compétence en performance, qui va aboutir sur une sanction. Et c'est comme ça que nous pourrons nous juger. Si la sanction est négative, je remonte. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? La performance a échoué. Faute de compétence. Ou alors faute de détenteur de la compétence. Et c'est pour vous dire que nous accordons énormément d'importance à ce volet, non seulement dans son aspect formation par rapport aux étudiants, mais même formation des formateurs. Et nous avons donc, avec les structures concernées, nous allons ouvrir un chantier sur cela pour dire de la nécessité aussi de mettre à niveau ceux qui sont censés vous transmettre la compétence, à savoir les formateurs. Comment peut-on améliorer l'image de la destination Algérie au niveau international? D'abord, il faudra l'améliorer au niveau national. D'abord, parce que je vous donne une petite comparaison. Le poisson, il est connu pour être l'indicateur de pollution. C'est-à-dire que là où il y a le poisson, il y a la vie, vous le savez. Quand il n'y a pas de poisson, on se dit « Ah, c'est un biosystème qui est dégradé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de poisson ». Ah ben, le tourisme national, c'est l'indicateur du tourisme international. À partir du moment où il n'y a pas de tourisme national, ne vous attendez pas à voir le tourisme international. Ce n'est pas normal. Donc il faudra d'abord qu'on se donne, qu'on se fixe comme priorité le tourisme national. À partir de là, comment va-t-on améliorer l'image? C'est très important. Et c'est une question, mais je dirais, sur laquelle on peut débattre pendant des heures et des heures. Parce que c'est quoi l'image? C'est comment est perçue l'Algérie, d'abord chez nous, ensuite à l'étranger. Alors par exemple, quand on dit Algérie, il faut qu'on lutte contre ce qu'on appelle les clichés, les stéréotypes. Il faut lutter, mais alors la lutter de façon je crois que je m'adresse au bon public, parce que le principal outil de lutte contre la désinformation aujourd'hui, c'est le net, c'est la toile. Je crois que vous êtes spécialiste en matière de toile. Je sais que les jeunes Algériens sont des virtuoses en matière d'utilisation des technologies d'information et de communication. C'est très important. Ça, c'est un moyen. C'est les réseaux sociaux, sans les citer. Les réseaux sociaux. Multipliés, par exemple, quand on fait une action de promotion, il faudra qu'on la fasse connaître. Il faut éviter de penser que ce qui est évident pour nous est évident pour les autres. Alors sur le plan international, comment va-t-on faire pour améliorer l'image? Vous savez que l'Algérie participe à des salons internationaux du tourisme. Bon, maintenant, il nous faut être plus agressif, plus convaincant, oui, plus persuasif. Il ne faut pas aller faire de la figuration. Un stand, quelques brochures, et puis dire on a participé. Non, il faut convaincre. Il faut aller avec des produits, parce que et notre grand espoir est fondé sur vous, mesdemoiselles, messieurs. Pourquoi? Parce que quand on va à des salons internationaux, on va pour défendre l'image d'un pays. Mais attention, on va pour défendre l'image d'un pays, mais l'image, ce qu'on appelle le marketing, vous le savez, de la destination. Taswir el-wijha, le marketing de la destination. C'est les institutions officielles qui le font. Mais lorsqu'on participe à un salon, on est assisté par des opérateurs privés et étatiques aussi, l'ONAT, les agences de voyage et de tourisme. Ces opérateurs doivent participer avec des produits touristiques. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Parce que moi, je vais dire l'Algérie est belle, l'Algérie est sécurisée, l'Algérie, il fait bon vivre en Algérie, mais il faudra que je sois accompagné par des opérateurs performants, compétents. C'est très important. Et avec des produits, ils vont proposer à leurs pairs, donc dans ces salons, des produits touristiques en Algérie. Ils vont vendre des produits. Je vous vends la Kabylie pour tant de milliers d'euros. Je vous vends la route d'Exour pour tant. J'ai fait dernièrement une wilaya, la wilaya d'El-Oued. Vous connaissez la wilaya d'El-Oued? Et j'ai été particulièrement subjugué par un produit qui s'appelle tout simplement le produit Isabelle Ibehar. Il n'existe pas, il n'a jamais existé. Il n'a jamais été commercialisé par nos agences de tourisme et de voyage. C'est un auteur français qui a vécu au début du XXe siècle en Algérie, qui s'est marié avec un Algérien, Slimane, je crois, si ma mémoire est bonne, qui est tombée amoureuse de l'Algérie et qui a écrit plein de romans sur l'Algérie touristique dans lesquels elle a exprimé son enchantement par la beauté féerique de l'Algérie, mais aussi
de ces populations. Alors, Isabelle Eberhardt a fait Annaba, Bonn, elle a fait Annaba. Ensuite, elle a fait Annaba et elle est morte, elle est décédée à Ain Sra, à Naama. Naama, où elle a été emportée par les crues de Wad al-Maktar. D'accord. Et entre Annaba et Naama, elle a fait Biskra, elle a fait le Wad, elle a fait... Alors regardez, si demain, vous fabriquez un produit touristique que vous appellerez Isabelle Eberhardt. Ça vous permet à vous de faire connaître à vos clients Annaba, Biskra, el Wad, Naama, vous comprenez? Et donc, un produit touristique d'excellence qui pourra être adressé aux étudiants, par exemple, aux étudiants de lettres françaises. Allez, on va l'étaler encore, on va le spécialiser. Et qui vous permet aussi, je passe à un autre sujet, d'apprendre, parce que c'est important, puisque vous me donnez l'occasion, d'apprendre à fabriquer ce qu'on appelle un produit d'appel. Je ne sais pas si vous avez fait un produit d'appel. C'est quoi un produit d'appel? On entend à tort et à travers des choses du genre, le Sud algérien, c'est le produit d'appel. C'est faux. Le Sud n'est pas un produit d'appel. Un produit d'appel est un produit qui est vendu à bas prix. Le coût, il est bas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que c'est un produit d'appel? C'est son coût, c'est un appât. On l'appelle produit d'appel parce qu'il permet de ramener un grand nombre de clients, entre guillemets, de clients qui sont appâtés, qui sont convaincus, qui sont persuadés par le coût. Et à partir du moment où j'arrive à ramener un grand nombre de clients, de visiteurs, de touristes, grâce à un produit d'appel, ce produit d'appel va me permettre d'écouler mes autres produits une fois qu'ils seront sur place. Donc il faudra que vous appreniez à fabriquer un produit d'appel. Donc tout ça pour vous dire que comment soigner l'image. Donc une bonne participation aux salons et foires internationaux, une bonne stratégie de communication. Et j'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, j'espère que vous l'avez noté, que le SDAT s'articule autour de 5 dynamiques. La première, c'est la promotion, c'est celle-là. Donc une bonne stratégie de communication. Et attention, quand on dit communication, là aussi, il y a beaucoup à dire. Communiquer, c'est quoi? Communiquer, ce n'est pas utiliser une langue. Non. Communiquer, c'est utiliser un bon canal aussi. Par exemple, je communique avec les Anglais. Il faut que j'apprenne à parler anglais. Parce que mon message passera plus facilement en anglais. Je n'aurai pas besoin d'interprète qui est là. D'accord. Je communique avec les jeunes. Je vais parler quelle langue? Ce n'est pas une histoire de langue ici, c'est une histoire de canal. Les jeunes, je sais que si j'utilise le journal, ça ne passe pas. Il faut que j'utilise Internet, les réseaux sociaux, parce qu'ils affectionnent les réseaux sociaux. Je communique avec les seniors, 3e âge. L'Internet, ça ne marche pas. On sait qu'ils ne sont pas branchés. Vous avez vos parents, vos grands-pères qui vous disent, s'il vous plaît, ouvrez-moi ma boîte. Ça ne savent même pas ouvrir la boîte. Vous voyez? Donc, il faudra utiliser le canal qu'affectionne ce 3e âge. C'est ça l'art de la communication. Communiquer, oui, mais communiquer intelligemment. Communiquer intelligemment. Donc, bonne participation, bonne utilisation de la communication et utilisation des TIC. Voilà la stratégie. Technologie d'information et de communication. Parce que maintenant, si vous voulez, l'enjeu se passe au niveau l'enjeu est au niveau de la toile. Il faudra que nous soyons présents sur la toile, que nous défendions notre destination. Et vous avez cité les 5 étapes, la promotion et vous avez cité l'investissement en Algérie. Est-ce que vous avez pensé aux problèmes que peut rencontrer l'investissement comme le phénomène de la saisonnalité? Je vois d'abord qu'il y a déjà un niveau appréciable. Et ce n'est pas des fleurs que je vous jette. Ça fait vraiment plaisir. Le problème de la saisonnalité. Vous faites le module de l'aménagement touristique. D'accord? Alors, comment régler le problème de saisonnalité? Je vous le dis. Regardez, un projet touristique, moi, par exemple, je vais me mettre dans la peau d'un porteur de projet touristique. Donc, je vais d'abord prospecter pour le terrain. Donc, lorsque je viens au ministère du Tourisme pour déposer le dossier, je suis censé, vous me suivez? Je suis censé savoir ce que je veux, n'est-ce pas? Mettez-vous dans la peau de celui qui veut réaliser un projet. Donc, à l'avance, vous êtes censé savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez réaliser un hôtel? Est-ce que vous voulez réaliser un appart-hôtel? Est-ce que vous voulez réaliser des bungalows? Est-ce que vous voulez réaliser des villas touristiques? Et puis, vous êtes censé savoir à qui vous allez destiner. Est-ce que vous visez la famille?
Est-ce que vous vivez les jeunes? Est-ce que vous vivez tout public confondu? Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement une étude de marché. Je dois faire une étude de marché. Donc, mon étude de marché va me dire, je suis dans quel site. C'est un site urbain, c'est un site thermal, c'est un site balnéaire, la fréquentation. Une étude de marché, ce qu'on appelle une étude technico-économique. D'accord? Alors, lorsque je fais mon étude, je suis censé savoir exactement comment va tourner ma structure à l'avance. Parce que, comme on dit, pour les choses, pour les objets, pour les projets, l'essence précède l'existence. L'essence, c'est-à-dire à quoi va servir le projet, vient avant l'existence. Chez l'être humain, l'existence précède l'essence. Je viens au monde, ensuite je serai avocat ou spécialiste. Mais dans les choses, ce micro, avant d'être inventé, avant d'être créé, on savait à quoi il allait servir. Eh ben, c'est la même chose pour le projet touristique. Lorsque vous tombez sur un investisseur qui vous dit « je ne travaille pas, je regrette d'avoir fait », moi je dis que ce n'est pas un professionnel, parce qu'il a mal jugé son projet à l'avance. Donc, la saisonnalité, je vous réponds. Lorsque je fais un projet touristique dans une zone balnéaire, par exemple, et que je sais que chez nous, la saison estivale commence du 1er juin au 30 septembre. Donc, je suis persuadé que le 1er octobre, je n'aurai pas un baigneur. Donc, il faudra que j'injecte à l'avance dans mon projet des produits qui ne sont pas destinés aux baigneurs, mais à la thalasso, par exemple, à la balnéothérapie, à la conférence. Qu'est-ce que j'en sais, moi, au sport, à la plongée. Donc, il faudra que je fasse une étude qui va faire tourner ma structure pendant la saison basse. Et c'est ça le véritable. C'est pour ça que je vous dis l'avenir appartient aux professionnels que vous êtes. Parce que si je fais un hôtel et je ne fais pas d'études de marché, et que le 1er octobre, je commence à me plaindre de ne pas travailler, ça veut dire que je ne suis pas professionnel. Vous voulez que les gens viennent se baigner en janvier? Non. Donc, il faudra prévoir au niveau de cette structure les éléments à même donc de créer la fréquentation pendant la saison basse et lutter donc contre la saisonnalité. C'est comme ça, tout est scientifique, tout doit être calculé à l'avance. Une des dynamiques du SDAT, c'est l'intersectorialité. Il a besoin de tous les autres secteurs, y compris l'éducation, le secteur de l'éducation, pour sensibiliser à partir du très jeune âge nos enfants sur l'Algérie touristique, sur la richesse touristique d'Algérie, y compris les affaires religieuses, pourquoi pas? Pour dire que nous devons donc nous comporter correctement avec les autres, le respect d'autrui, vous voyez, la tolérance, tous ces dogmes qui relèvent donc de notre religion, min dinana al-hanif. Donc comprenez que tout ça est important et la culture touristique ne viendra pas seule. C'est lorsque l'activité touristique démarrera que le reste va suivre. Comprenez? C'est à partir du moment où il y aura une fréquentation que les gens vont s'habituer donc à rencontrer, à voir des touristes, et que la culture touristique va suivre, bien sûr, grâce, encore une fois, au professionnalisme. C'est le mot magique de la réussite de notre secteur, c'est le professionnalisme, ne l'oubliez jamais. Et dites-vous bien que vous serez jugé demain sur vos produits, sur votre performance. Et c'est sur cela qu'on vous dira « Barakallahu fikum » ou l'inverse. C'est très important. D'abord, je dois vous dire qu'il y a 80 stations thermales en Algérie en cours d'exploitation. Je vous donne des chiffres parce que c'est important pour vous les chiffres aussi. Il y a 80 stations thermales qui sont en exploitation. Sur ces 80, alors ces 80, les statistiques, sachez, mesdemoiselles, messieurs, que 300 000 curistes sont enregistrés chez nous en Algérie. 300 000 curistes, y compris les curistes libres. Les curistes pris en charge par la CNAS et les curistes libres. Et sachez surtout que plus de 2 millions d'Algériens prennent ce qu'on appelle des bains simples, un bain thermal simple, sans cure. Plus de 2 millions. C'est dire l'importance. Donc l'Algérie, le gouvernement algérien, vu qu'il donne de l'importance à ce segment, a prévu donc 12 milliards de dinars pour la réhabilitation de 8 stations thermales d'importance nationale et internationale en Algérie. 12 milliards de dinars sont débloqués pour moderniser, réhabiliter les 8 stations thermales d'importance nationale et internationale, à l'instar, à titre d'exemple, de Hammam Bouhnefia, pour que vous ayez une petite idée. Les stations qui sont connues au niveau national. Donc, une grande importance. Et puis, sachez aussi que nous encourageons l'investissement privé thermal et que nous avons beaucoup de projets en cours de réalisation d'investissement thermal, justement. Nous encourageons parce que
Parce que sachez que la notion de thermalisme a changé. Maintenant, on parle de thermoludisme. Je ne sais pas si vous le savez. C'est quoi le thermoludisme? On a ajouté le ludisme au thermalisme. Le ludisme, c'est le jeu. Les activités ludiques. C'est les activités du jeu. Donc maintenant, on introduit dans le thermalisme un aspect jeu parce que la conception du thermalisme a changé. Ce n'est plus le troisième âge qui est la cible du terme. Mais même les jeunes maintenant font du spa, de la remise en forme. Comprenez que c'est pour cela que nous avons tout intérêt, merci beaucoup pour la question, à développer et encourager cette branche touristique ô combien importante. J'aurais voulu rester avec vous tout là. Oui, monsieur, je vous frustrerai pas. Allez-y. Comment se fait-il que presque dans tout le secteur hôtelier et touristique, on ne trouve pas les gens qui ont fait l'école? Presque, par exemple, je vous donne des exemples. Par exemple, au Sofitel, il n'y a aucun étudiant qui travaille au Sofitel. Au Mercure. Et presque les étudiants qui travaillent dans les hôtels, ils ont des postes autant que simples réceptionnistes et serveurs ou autre chose, mais pas autant que des directeurs et tout. Non, serveur, non, ne me faites pas peur. Si. Bon, écoutez, de toute façon, moi je dis que ce n'est pas normal parce que vous êtes les managers, les futurs managers. Maintenant, peut-être que certaines structures veulent donner un peu plus d'expérience au cadre. Peut-être, je ne sais pas, je réponds comme ça. Mais pas avec des métiers, excusez-moi du terme, pas avec des métiers dégradants. Je suis désolé. Vous êtes diplômé supérieur de l'École nationale supérieure du tourisme. Donc, vous êtes là, on vous forme pour gérer, pour diriger, pour piloter. Bon, bien sûr, au savoir-faire, il faut un minimum d'expérience aussi pour que le résultat, pour que la performance soit optimale. Mais ceci dit, moi, je vous ai dit en commençant que je vois en vous l'espoir. Je vous dis, c'est vous qui allez... Et nous comptons beaucoup sur vous. Je ne sais pas si vous ressentez cette responsabilité. Il faut la ressentir. Vous avez la lourde tâche, la lourde responsabilité de redorer le blason de la destination Algérie. Ce qui n'est pas une mince affaire. Attention. Et par rapport à tout cela, comptez sur nous pour qu'on vous mette dans les situations les meilleures. Mais bien sûr. De vous dépend notre réussite ou notre échec. Je crois que je vais multiplier les rencontres avec vous, finalement. Non, c'est vrai, parce que c'est des questions très importantes. Sachez qu'au niveau des 48 wilayas d'Algérie, il y a des schémas directeurs d'aménagement touristique de wilaya qui sont faits. Chaque wilaya a son schéma. Donc, je ne mets pas en tourisme la wilaya d'Alger, comme je mettrai en tourisme la wilaya de Skikda. Chaque wilaya a ses spécificités, vous comprenez? Spécificités naturelles, mais aussi culturelles, traditions, les us, les coutumes, les croyances, les légendes, je prends tout en compte et je fais... Parce que des fois, vous avez remarqué qu'on injecte, je vous donne un exemple, on injecte un produit touristique qui ne marche pas et qui va entraîner même l'hostilité des populations locales. Ils vont lutter contre ce produit parce que ce produit a été injecté sans étude. Il faudra que je réalise un produit qui n'agresse ni la nature, ni les populations locales. Alors, le tourisme de masse, il y a des régions en Algérie. Ce SDAT va dire, telle région, je vais la réserver au tourisme au standing. Telle région, je vais la réserver à un tourisme élitiste. Telle région, je la réserve au tourisme de masse. Vous comprenez? Ça dépend, par exemple, je ne peux pas parler de tourisme de masse dans le balnéaire, parce que le balnéaire, c'est un écosystème fragile. Je ne peux pas trop forcer parce que je vais le détériorer. Je ne peux pas aussi parler de masse dans le tourisme saharien parce qu'il est fragile aussi, vous comprenez? Donc je mets des hôtels en béton au niveau des villes, mais quand je vais vers j'ai pas le temps, quand je vais vers les sites balnéaires ou sahariens, j'utilise le bois, les chalets en bois. J'utilise une architecture réversible qui me permet à tout moment de revenir en arrière. Et vous comprenez ce que je veux dire? Donc tout ça fait que c'est des schémas directeurs d'aménagement de wilaya qui vont spécifier le mode d'occupation et d'exploitation touristique de la région. Masse, élite, par rapport à l'écosystème, résistant, sensible, fragile, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention et je vous demanderai de redoubler d'efforts encore et encore, pour justement être au rendez-vous, Inch'Allah, du décollage de l'activité touristique en Algérie. Et merci encore. Salam alaikum.